Lauréat du prix Service décerné cette année par le CRA, Olivier de Fougeroux est avec nous pour nous parler de son entreprise et son actualité. Bonjour Olivier et félicitations. Merci, bonjour Sébastien. Avec nous également Geoffrey Malocena du cabinet Wire Avocat, partenaire du CRA. Bonjour Geoffrey. Bonjour Sébastien. Et Marc Zemmour, délégué CRA. Bonjour Marc. Bonjour. Qu'avez-vous ressenti Olivier en apprenant cette récompense ? C'est toujours une très bonne nouvelle, évidemment. Je l'ai pris avec grand plaisir. Et puis j'étais aussi très heureux pour l'ensemble de l'équipe parce que j'ai bien conscience que reprendre une entreprise, c'est toujours une étape que l'on initie seul. Mais évidemment, seul on ne fait pas grand-chose. Voilà. Et donc c'est grâce aussi à toute l'équipe qu'on a pu se développer. Et en plus, il y a une petite spécificité chez Finaxim, c'est que deux des associés dans les bureaux régionaux ont fait aussi le CRA. Voilà. Donc c'est une petite... un petit clin d'œil sympa, je trouve, aussi pour les autres membres de l'équipe. Donc, je suis aussi très content pour eux. On aura l'occasion peut-être de reparler de cette formation dans cette émission. Marc, une première réaction. Qu'est-ce qui a séduit le jury dans ce dossier ? Alors, déjà, Olivier a repris et développé de manière très dynamique. On voit ça dans les résultats, une entreprise de conseil en temps partagé. Et puis, il a développé des services à destination des entrepreneurs, et je dirais un double titre. D'une part, les entreprises clientes, évidemment, celles-là, elles bénéficiaient déjà de ces services, mais on voit bien qu'il a enrichi et modernisé son offre vis-à-vis de ses clients. Et d'autre part, les intervenants qui sont associés à l'entreprise, qui sont de l'ordre d'une centaine, si j'ai bien compris, et qui bénéficient aussi du service qu'il a développé, alors non seulement par l'accès aux entreprises clientes, mais aussi par le fait qu'il leur donne la possibilité, par la digitalisation de son offre notamment, il leur donne la possibilité de travailler ensemble, de travailler en équipe, et donc d'avoir encore plus de propositions et d'offres de services à faire aux entreprises clientes qui, elles, ne pourraient pas recruter les gens en question, elles n'en auraient pas les moyens, mais qui, en revanche, bénéficient d'intervenants de très haut talent. Geoffrey, qu'est-ce qui vous a convaincu, vous, que l'entreprise d'Olivier était l'entreprise idéale pour ce prix ? Alors, comme l'a dit Marc, c'est un service qui est en plein essor, ce management de transition, et cette idée de répondre à un double objectif, les clients, comme vous venez de le dire, mais également les prestataires. Parce qu'il y a une volonté aujourd'hui de pouvoir prester en étant indépendant, libéral, avoir un champ des possibles d'intervention très varié, de ne pas rester dans une entreprise. Et on le voit, vous parliez de faire du clin d'œil au CRA, moi aussi je vais en faire un petit. On voit beaucoup de repreneurs du CRA dans cette phase de recherche qui font du management de transition et qui profitent de cette opportunité-là pour plusieurs raisons. La première, c'est que ça permet d'avoir le pied à l'étrier dans une entreprise, dans une PME, donc de se familiariser, de rester ancré dans le monde de l'entrepreneuriat et également de pouvoir contribuer à accroître leur rapport personnel. Donc ça, c'est une chose vraiment utile et cette double casquette de l'entreprise vis-à-vis des clients, mais des intervenants. Et on a aussi, vous, en tant que repreneur, Olivier, ça nous a beaucoup plu parce que vous avez une vraie casquette d'entrepreneur, une vraie expérience passée. Et également, vous avez été très sensible, vous en reparlerez mieux que moi et plus dans le détail, à l'importance de la relation cédant-repreneur et anticiper la reprise, mais comment ça va se dérouler ensuite. Je vous laisserai plus le développer, mais c'est quelque chose aussi qui a retenu notre attention dans ce lauréat. Oui, tout à fait. Alors Olivier, présentez-nous en quelques mots, quelques chiffres Finaxim. Alors Finaxim, Marc et Geoffrey, vous en avez bien parlé. Alors déjà, c'est une vieille maison parce que c'est une boîte qui existe depuis l'année 2000, donc ça a 23 ans. Le modèle, c'est le fondateur qui l'avait un peu inventé en France. En partant d'un principe assez simple, en fait, c'est que les PME ont souvent du mal à s'entourer de talents pour des problématiques principalement d'attractivité. Donc voilà, donc ça c'est notre métier. Donc l'entreprise existe depuis 23 ans. Quand je suis arrivé, elle faisait à peu près 4 millions, 4,5 millions de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, on va terminer l'année sur à peu près 10 millions. 2022 et on espère en 2023 être sur une phase à peut-être 15, ça serait bien idéalement. Voilà, on ne sait pas, on est au mois de février, mais disons que là on démarre sur cette bonne tendance. Donc il y a un facteur important, c'est que
En tant qu'entrepreneur, c'est toujours plus facile de faire du bateau avec le vent derrière que le vent de face. Le marché est porteur, voilà, donc c'est quand même le marché est porteur. Je rends vraiment hommage aux fondateurs de Finaxim parce que l'entreprise était une belle entreprise avec une belle marque et c'est ce que je recherchais en voulant reprendre l'entreprise. Donc voilà, donc en quelques chiffres, Finaxim, boîte de 23 ans. Aujourd'hui, on est leader français, du temps partagé. 120 à peu près directeurs associés. Enfin, ça bouge parce qu'on grossit. Voilà, je vous dis 10 millions, j'espère 15 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et puis à peu près, c'est surtout 600 clients qu'on accompagne chaque année. Pas en transition, ça c'est un point important, puisque le plus vieux client a 19 ans. Ça fait 19 ans qu'on accompagne ce client sur la fonction RH à hauteur d'1 jour et demi par semaine. Parce que l'entreprise a grossi, mais pas suffisamment pour embaucher quelqu'un à temps plein. Et puis, en fait, le fonctionnement est très sain comme ça, et ça va bien. Alors, votre métier, effectivement, c'est de faire matcher deux mondes, deux attentes. Si l'on devait retenir une image pour expliquer votre business model. Alors, pour bien comprendre, notre modèle, il est assez simple. C'est permettre à des entreprises de s'entourer de talents qui n'arrivent pas à recruter, la plupart du temps. Parce que les gens, quand on a une boîte de 40 personnes, le projet professionnel que l'on propose, même 50, 60, enfin le projet professionnel que l'on propose à un DRH, à un DAF, à un DSI ou à un directeur marketing est somme toute assez limité parce que les évolutions de ce poste sont limitées, quoi. Voilà. Donc en fait, nous, notre modèle, c'est de permettre à ces entreprises-là de s'entourer de talents. Si je devais faire un petit comparatif, c'est un peu comme une équipe de foot, par exemple, ou une équipe de sport. Quand vous êtes dirigeant d'entreprise, vous êtes l'entraîneur. Vous rêvez de jouer 2 ou 3 catégories au-dessus, en Ligue 2 peut-être, alors qu'on est plutôt en National 5 quand on est une petite PME. Et vous avez besoin de joueurs. Voilà. Et notre modèle permet de s'entourer de joueurs de niveau Ligue 2 pour passer des caps et espérer jouer dans la catégorie au-dessus chaque année. Et remporter un jour la Coupe de France. Et gagner la Coupe de France, voilà, exactement. Le temps partagé, c'est vraiment un marché en pleine croissance. Oui, c'est un marché en pleine croissance pour 2 raisons. En fait, c'est un marché en pleine croissance plus pour une raison d'offre que de demande, bizarrement. C'est-à-dire que les entreprises, aujourd'hui, on est sur le marché des cadres, on est quasiment en plein emploi en France. Donc les entreprises ont un mal fou à recruter. Et il y a pas mal d'entreprises qui ont été un peu échaudées avec le concept qui se développe un peu, de savoir beaucoup de gens sont en CDI et peu de gens démissionnent de leur CDI. On passe toujours un peu par la caisse prud'homme ou rupture conventionnelle. Enfin bon, on passe souvent par la caisse chèque quand on est un chef d'entreprise, voilà. Un ou une chef d'entreprise. Et donc en fait, cette forme d'emploi permet de travailler avec des gens dans un cadre de relations voulues et pas subies. Et quand ça s'arrête, ça s'arrête. On se serre la main, on est bon amis. On se recommande, mais à un moment donné, pour plein de raisons, la relation de travail s'arrête. Donc en fait, ça répond à une vraie problématique de recherche d'expertise, d'agilité et de flexibilité pour les entreprises. Et de l'autre côté, il y a de plus en plus de gens qui, on est dans le fameux recherche de sens au monde dans le travail, et qui se disent, le poste que j'ai, finalement j'arrive un peu, j'ai un peu une pyramide, un plafond de verre au-dessus de moi, là je vois bien que j'évolue pas. Donc un des moyens d'évoluer, c'est de se mettre à son compte et de développer son propre activité comme une profession libérale. Ça existe chez les notaires, chez les avocats, chez les médecins, chez les experts comptables. En fait, on peut très bien faire ça en étant DAF, DRH ou DSI et d'exercer ce modèle-là, sous cette forme-là, en développant son fonds de commerce. Je parlais d'un marché en pleine croissance, 18%, ça doit faire des envieux, c'est quand même pas tous les marchés qui ont ce niveau-là de croissance. Et alors vous faites encore plus fort. Oui, on a de la chance de faire un peu plus fort. Alors après, je surfe sur la notoriété de l'entreprise Finaxim, que je n'ai pas créée, je rappelle, moi je l'ai reprise. Donc c'est une entreprise qui a une super notoriété avec des gens, directeurs associés très qualifiés, voilà, qui sont très compétents. On est très sélectif sur les personnes qui rejoignent le réseau Finaxim. C'est des gens qui sont très adaptés au monde de la PME, c'est ça notre critère numéro 1, et qui ont envie d'exercer leur métier dans la durée. Et non pas en transition, une petite différence. C'est vraiment des gens qui veulent exercer leur métier dans la durée. Ces gens qui, à 40 ans, 35 ans, 50 ans, se disent en fait, je reprends ma vie professionnelle en main. C'est-à-dire que je ne veux pas qu'un jour, j'arrive au bureau et on me dise t'es viré, la boîte est vendue. Voilà. Donc ils reprennent leur vie professionnelle en main et l'exercent en profession libérale jusqu'au moment où ils décident d'arrêter. Alors quels sont les avantages pour les entreprises qui font appel à vous et pour les directeurs qui vont intervenir, vos associés ou
ou futurs associés? Alors, pour les entreprises, en fait, on a 4 types de clients, pour faire simple. On a la boîte, on va dire PME française, entre 30 et 150 salariés, qui un jour se retrouvent confrontés à des problématiques de structuration de la fonction finance, RH, SI, peu importe, et qui se disent tiens, je fais appel à un directeur de Finaxim en temps partagé. L'avantage pour eux, c'est quoi? Ils nous appellent, 2 jours après, on est en mesure de démarrer une mission chez eux. Ah oui, c'est hyper rapide. Hyper rapide. Il n'y a pas de délai, il n'y a pas de. On ne met pas 6 mois comme le recrutement, on est vraiment sur quelque chose de très rapide. C'est des gens qui sont très opérationnels parce que c'est des gens qui maîtrisent bien leur métier. Donc ils arrivent dans la boîte, ils prennent le sujet en main, ils structurent, ils mettent en place des outils, ils recrutent, ils réorganisent, ou simplement ils gèrent le quotidien. Voilà, donc ils déchargent le ou la chef d'entreprise sur ce sujet. Le rythme est totalement à la carte. On peut démarrer 2 jours par semaine, ou 3, 2. Voilà, c'est vraiment à la carte. On peut même annualiser l'intervention. Et puis s'il faut que ça s'arrête, ça s'arrête dans un délai raisonnable pour que tout le monde puisse s'organiser. Mais ça peut être 15 jours, 3 semaines, 1 mois. Voilà. Ouais, et vous l'avez dit, le record de la mission, c'est 19 ans. Ça paraît incroyable. Mais sinon, la moyenne, c'est quoi? Alors la moyenne, c'est souvent 2 ans et demi. La moyenne, c'est 2 ans et demi. Ah oui, alors c'est une moyenne. Donc dans les moyennes, il y a des missions qui durent 3 mois parce qu'il y a besoin de réorganiser et puis ensuite le travail a été fait, donc l'entreprise reroule, enfin j'ai envie de dire. On a recruté quelqu'un d'un niveau plutôt inférieur qui va pouvoir gérer le quotidien. Mais ça peut durer, je vous dis, 19 ans. Alors c'est un peu exceptionnel, mais on a pas mal de clients où ça dure depuis 7, 8, 9, 10 ans. Voilà. Et on signe des clients chaque mois qui, à mon avis, vont durer assez longtemps parce que économiquement, c'est rentable. C'est du gagnant pour Finaxim, c'est gagnant aussi pour vos directeurs associés et pour l'entreprise qui les emploie. Oui, et puis si la moyenne est à 2 ans et demi, je dirais que comme mesure de qualité et d'appréciation des intervenants, ça parle par soi-même, parce que ça veut dire que les entreprises, vos entreprises clientes apprécient l'apport de ces intervenants de haut niveau. C'est remarquable. 19 ans, ça s'inscrit dans la durée et ça prouve effectivement la qualité de la relation parce que sinon il n'y aurait pas toujours cette relation. Et je pense que c'est important ce que dit Olivier, effectivement, cette notion de à la carte. C'est-à-dire qu'une PME n'a pas forcément besoin d'un plein temps. Donc ce type d'intervention peut se faire en fonction du besoin. Et l'autre élément très important que vous disiez, c'est la qualité. C'est-à-dire que bien souvent, le problème d'une PME, c'est qu'elle ne va pas réussir à attirer, à séduire la personne qui aura les compétences. Il y a une question de coût, parce qu'elle n'aura peut-être pas le budget pour un plein temps. Et aussi une question on parlait de la joie au travail, l'épanouissement. Une personne qui ne va pas forcément accepter le poste parce qu'elle va se dire, au bout de quelques semaines ou quelques mois, je vais me lasser parce que ça, tous les jours, ce n'est pas possible. Et avec Finaxim, il y a cette idée de dire, pour le client, à la carte, en fonction du besoin, mais également cette idée d'avoir quelqu'un vraiment de compétent. Et peut-être que le coût est plus élevé, mais vu que c'est que 1 ou 2 jours, il vaut mieux quelqu'un, de manière un peu caricaturale, au top, 2 jours par semaine, qui soit vraiment compétent et qui répondra aux attentes, que quelqu'un 5 jours sur 5, où on n'aura peut-être pas tout le travail à lui donner 5 jours sur 5, et en plus qui n'aura pas toutes les compétences pour répondre aux attentes. Ce n'est pas votre première entreprise, ce n'est pas votre première tentative de reprise non plus, Olivier. Non, j'ai déjà eu une première entreprise que j'avais créée, voilà, et c'est pour ça que j'avais créé en 2004. C'est pour ça, donc c'est une entreprise qui était dans le conseil et puis ensuite qui évolue plutôt dans la transformation digitale. Voilà, donc cette entreprise a eu une vie, j'ai été associé, on a fusionné, puis finalement on a été cédé au groupe Orange pour devenir Orange Consulting. Et donc c'est pour ça que quand je recherchais l'entreprise à la suite de cette session, je cherchais vraiment une entreprise qui avait une marque. Parce que je m'étais rendu compte, lors de ma première expérience, que le plus dur en tant qu'entrepreneur, c'est avoir une marque en fait. Parce qu'il faut soit beaucoup de temps, une dizaine d'années je pense, soit il faut de l'argent. C'est le concept des levées de fonds. Voilà, le meilleur exemple c'est Wall Street Institute. Dans le métro, ils nous ont rabâché ce mot-là, puis maintenant tout le monde y pense. Parce qu'ils ont quelque part acheté des parts de marché. Voilà. Donc je voulais ni repartir sur 10 ans compliqués, quelque part, ni faire appel à une levée de fonds. Enfin, c'était pas forcément l'esprit dans lequel je me lançais. Donc je recherchais une entreprise avec une vraie marque, une notoriété. Alors là, j'ai eu beaucoup de chance parce que c'est le cas. Voilà. Une marque très saine, une belle marque. Et voilà, donc c'est notre façon d'entreprendre après la création. Reprendre une entreprise, c'est finalement permettre d'aller plus vite et plus fort. Que vous voulez dire pour l'entreprise en question, oui. Oui, pour le repreneur. Bien sûr. Pour le repreneur. Et puis pour le repreneur, bien sûr. Et puis surtout quand le repreneur a l'expérience qui a été acquise dans le parcours d'Olivier, et donc il est
il a été très expérimenté sur les besoins des entrepreneurs, des PME, des services qu'ils attendaient. Et ça, c'est dans son parcours une caractéristique, parce que bien sûr, il a la fibre entrepreneuriale comme tous les repreneurs, mais en plus, il a pu reprendre une entreprise dans sa spécialité, j'allais dire aussi dans sa passion, ce qui n'est pas toujours le cas, et loin de là. Et donc là, ça lui a donné effectivement tous les pouvoirs et toutes les capacités, et puis en plus, il a nettement modernisé son entreprise, la capacité pour la développer à la vitesse qui vient de nous indiquer, qui est remarquable. Dans quelles conditions avez-vous repris ce groupe? C'était en 2019. J'ai repris en 2019, juste avant sur le papier, c'était pas terrible, hein, parce que j'ai repris l'entreprise en 2019. J'ai eu la chance de très bien m'entendre avec le dirigeant, enfin le cédant. Du coup, ça a aidé. C'était pas très. Enfin, je pense qu'il y a un point important, c'est quand même de se lancer dans un secteur que l'on connaît un peu. Voilà. Je pense que ça n'aurait pas du tout été la même histoire si ça n'avait pas été le cas. Parce que j'ai repris en septembre 2019, enfin juillet, mais vraiment septembre, parce qu'il y a les vacances, il ne se passe pas grand-chose. Je vous rappelle qu'en novembre, on a eu le mouvement des Gilets jaunes qui était quand même avec des grèves où quasiment. Moi, j'avais personne dans les bureaux, hein, pas de collaborateurs, parce qu'en région parisienne, tout était fermé. Puis ensuite, le Covid, pendant 1 an et demi. Donc, on était dans un environnement un peu compliqué. Et donc, je pense que mon expérience d'entrepreneur m'a quand même aidé. C'est-à-dire que ça permet d'avoir un certain nombre de réflexes et pas perdre totalement les pédales, hein, parce qu'on peut être un peu tétanisé, hein, quand on voit ça arriver. Ça, c'est le premier point. Et puis, savoir assez rapidement quand même quoi faire dans l'entreprise, parce qu'une fois qu'on l'a signé, bon, c'est bien gentil, mais on a les clés, il faut avoir un projet, quoi. Hein. Et je pense que c'est important d'avoir un projet avant. Voilà. Et moi, ça m'a beaucoup aidé. C'est-à-dire qu'on avait j'avais déjà une feuille de route, parce que j'avais déjà été moi-même indépendant, parce que j'avais déjà une entreprise. Donc, j'avais déjà un peu une feuille de route de là où je voulais aller. Et je pense que c'est important, en fait. On déroule la feuille de route, on est dans l'action, et c'est un élément qui facilite énormément, je pense, la reprise d'entreprise. C'est fondamental, parce que vous parliez tout à l'heure on gagne du temps quand on reprend une entreprise. Effectivement, on a un produit clé en main, mais le piège, c'est de se dire, j'ai un produit clé en main et je surfe sur la vague, je le conserve. Et ce qu'on a beaucoup aimé avec Olivier, c'est que justement, il y avait un projet, il a été construit, et on avait, en fait, le projet ne s'arrête pas à la reprise. Quand on a fait la reprise, on ne se dit pas, c'est fini. Non, on a fait la première étape, mais en fait, tout reste à faire. Et c'est la continuité qu'on a beaucoup aimé, la transition avec le cédant, comment il va accompagner, comment on va anticiper son départ, parce que ça aussi c'est le piège, parfois on se dit le cédant il va rester, puis on verra dans 2-3 ans s'il part comment. Non, Olivier il l'a construit, il a réfléchi à ce départ, et il a aussi réfléchi aux étapes, vous le dites tout à l'heure, après. Et il y a eu à la fois cette idée vous avez profité de votre expérience dans le digital, en passant à la phase 2.0 entre guillemets de Finaxim, mais sans pour autant renier l'importance de l'humain et du concret, puisque vous avez ouvert 3 bureaux, vous envisagez d'en ouvrir d'autres. Et il y a cette importance de dire, j'avais une feuille de route, j'avais un projet, je l'ai mis en œuvre, et j'ai déployé le digital pour être dans l'air du temps, mais j'ai gardé aussi le contact avec le terrain. Alors parlez-nous justement de ces axes de développement que vous avez mis en place dès la reprise en 2019. Alors les axes de développement, c'est simple, c'est que le premier axe qu'on a mis en place, que j'ai mis en place, c'est de vraiment s'assurer, mettre en place une organisation où nos directeurs associés, donc ces intervenants qui interviennent dans l'entreprise, sont au cœur de notre modèle. Voilà. Donc en fait, on est là pour leur proposer plein de services qui vont du commercial, bien sûr, ça paraît assez évident, mais aussi de la formation, de l'échange, de l'outil, du réseau, une capacité à pouvoir échanger avec eux, parce qu'un des gros points forts de notre modèle aussi, c'est que quand un dirigeant fait appel, par exemple, à un DRH chez nous en temps partagé, finalement, il n'a pas accès à un seul DRH. Il a accès au savoir de l'ensemble de la communauté de nos 50 DRH en France, quoi. Et je prends l'exemple du Covid, par exemple. Aucun DRH dans le monde n'avait été confronté à fermer une boutique en 5 heures avec le Covid. Donc, de toute manière, on ne pouvait pas chercher un DRH qui maîtrisait bien le sujet du Covid. Et nous, je pense qu'une des forces que l'on a eues, c'est qu'on a été en capacité d'accompagner tous nos clients, parce que l'ensemble des DRH, des DAF, des DSI se sont parlé, ont échangé et ont quelque part pu apporter un savoir-faire bénéfique à l'ensemble de nos clients. Ça, c'est un point important. Donc, c'était la première action que j'ai réalisée, c'est redéfinir que finalement la pépite de Finaxim, c'est les directeurs associés.
Et voilà, donc finalement, c'est presque nos clients numéro 1. Enfin, le client numéro 1, ça reste quand même le client final, mais dans l'esprit, c'était ça. Et qui travaillent ensemble. Et qui travaillent ensemble. Cette notion de travail d'équipe et de. Ça, c'est important parce que c'est un autre de mes combats, on va dire, c'est qu'on oppose souvent indépendant et collectif. En fait, indépendant, c'est un statut juridique. Hein, il y en a 5 en France, étudiants, salariés, indépendants, chômeurs, retraités. Je suis basique, il n'y en a pas 500. Donc indépendant, c'est un statut juridique, mais ce n'est pas parce que vous êtes indépendant que vous ne pouvez pas travailler dans un collectif. D'ailleurs, il y en a plein. Les avocats travaillent en collectif, les médecins travaillent en collectif, les notaires travaillent souvent en collectif. Enfin, donc nous, c'est le même esprit. Donc ça, c'était un point important. Le deuxième point important, c'est qu'on a ouvert des bureaux régionaux. Alors là, je fais un peu ma pub, mais on s'appuie beaucoup sur des gens qui ont fait la formation du CRA, justement, parce que Franck, qui a ouvert le bureau de Lyon et ça se passe très bien. Henri Buette, avec qui on vient d'ouvrir le bureau à Nantes, voilà, donc on est au démarrage, ça se passe très bien. Donc voilà, donc on a l'idée, c'est aussi de développer, de couvrir le territoire avec une présence nationale et des bureaux régionaux. Et ces bureaux régionaux ont un rôle d'animation de nos clients en région, mais aussi de nos directeurs associés qui, je vous rappelle, une de notre force, c'est d'être tout près. Enfin, on a nos 125 directeurs associés sont répartis sur l'ensemble du territoire et donc on peuvent intervenir à moins de 40 km de n'importe quelle PME en France, quoi, en gros. C'est aussi notre force. Ils sont sur le terrain. Vous avez revu aussi l'approche marketing, je crois, sûr. Et optimiser les process pour améliorer la réactivité auprès de vos clients. On arrive presque au terme de cette émission. Allez, un mot chacun, une réaction. Marc ? Moi, je dirais que c'est effectivement un très beau succès. On voit bien une capacité d'adaptation au marché et aux besoins qui est tout à fait remarquable. Ce qui vient d'être dit sur le fait d'ouvrir des bureaux locaux alors que vous avez démarré quand même beaucoup sur la digitalisation de l'offre. Donc ça, j'ai trouvé que c'était... on voit bien cette capacité d'adaptation qui est très grande. Puis l'autre point qui m'a frappé quand même et qui change par rapport à ce qui se passe d'habitude, c'est le temps que vous avez passé avec le cédant. Près de 3 ans, je crois, de collaboration avec les cédants et qui vous a aidé justement dans le projet de digitalisation. Donc ça, c'est remarquable. Moi, c'est de dire aussi cette notion d'être à l'écoute. Vous êtes à l'écoute de vos clients, mais aussi des intervenants libéraux. Et c'est ce qui fait, je pense, la force de Finaxim et la fidélité des intervenants. Et ça, c'est important. Et ce qui fait qu'il y a eu un beau bout de chemin de fait et encore beaucoup à faire, je pense. Et je voulais juste ajouter que donc, ce beau succès vous permet d'envisager une croissance externe et donc d'occuper une place sur le marché encore plus importante et ça risque d'être remarquable. En tout cas, pour ce qui est de la croissance externe, si vous avez besoin qu'on vous aide, on est à votre disposition. Bien sûr. Merci. Un dernier conseil peut-être pour tous les candidats à la reprise d'une entreprise de service ? Le conseil, c'est pas facile, donc il ne faut pas lâcher, faut être persévérant. Ça, c'est important, me semble-t-il. Il faut vraiment être persévérant. Et puis, je pense qu'il faut reprendre une entreprise dans un secteur qu'on maîtrise quand même un peu. Voilà. C'est quand même un point qui, à mon avis, facilite quand même grandement les choses et en tout cas limite le risque d'échec qui est quand même l'ennemi numéro 1 du repreneur, quoi. Merci à vous trois et encore félicitations, Olivier, Merci pour ce prix. à vous trois. Merci. Merci. Félicitations.